vais parler un peu de la prise en charge chirurgicale de l'artérite de Takayushi, surtout dans sa localisation en fait, au niveau du tronçon aortique. Il faut savoir que la maladie Takahashi est aussi appelée maladie des femmes sans peau. Sa prévalence, en fait, est plus importante dans les pays asiatiques, chez les Japonais, chez les Coréens et les Chinois. La prévalence chez nous est plus importante qu'en Europe, en fait. Les premières manifestations, généralement, elles surviennent entre 20 et 35 ans. Il faut savoir que le pronostic des 20 dernières années a été amélioré par le traitement médical. Il faut savoir aussi que le traitement sur notre sujet chez l'atteinte des troncs supra-aortiques au cours de cette maladie, il est fréquente de l'ordre de 30-40%. Comme quoi, quelques questions restent sans réponse claire. Quelles sont les indications de revascularisation? Quel sont le timing de la revascularisation? Qu'est-ce qu'il faut faire de la chirurgie ou de l'endovasculaire? Comment diminuer le risque de resténose? Il faut savoir qu'on ne dispose pas de méta-analyse ni de guidelines en fait. Tout ce qu'on dispose, c'est des petites séries, des case reports. Il faut savoir aussi qu'aucun papier dans la littérature rapporte les résultats à long terme de cette chirurgie. Donc, il faut savoir que cette maladie a été décrite la première fois en 1908 par M. Takahashi, qui est un ophtalmologue japonais, sur un cas d'une patiente qui a perdu la vue. Donc, c'est une aorto-aortite inflammatoire qui touche les artères de gros et de moyen calibre, en fait. En l'occurrence, l'aorte et ses branches supra-aortiques. Donc, elle évolue en fait en deux phases. Une phase pré-occlusive, ce sont les patients qui sont adressés par les internistes, par nos amis internistes. Cette phase pré-occlusive, c'est les manifestations générales, l'altération générale, l'asthénie, la fièvre. Et il y a encore une autre phase qui est la phase occlusive, qui est normalement prise en charge par nous, chirurgiens vasculaires, cardiovasculaires et cardiologues. Donc le processus il est différent en fait du processus athéromateux. C'est une plaque symétrique, concentrique et non ulcérée. Et quand on voit cette coupe anatomopathologique d'une sténose de l'artère sous-clavière, lorsqu'on voit cet épaississement inflammatoire, on comprend toute la difficulté chirurgicale de traiter cette telle pathologie. Donc, grosso modo, il y a deux grandes localisations. En fait, la localisation au niveau du tronc supra-aortique et au niveau de l'aorte abdominale et ses collatérales. Il y a en fait deux grandes classifications qui découlent au niveau de l'extension artérielle. La première, c'est du Collège américain de rhumatologie et il y a 5 stades selon l'extension en fait. Et pour retenir le diagnostic de maladie Takahashi, l'artérite Takahashi, il faut au moins 3 critères parmi les 6 qui sont des critères vasculaires en fait. Il y a une autre classification qui est la classification de conférence de Tokyo en 1994 en 5 stades et on voit ces extensions. Bon, c'est pas très intéressant pour nous. Je pense que je passe à ce sujet de notre présentation. En fait, les indications. En fait, l'indication, notre sujet, c'est l'ischémie en fait cérébrale et rétinienne. Il faut généralement, nous, on traite dans la majorité des cas des patients qui sont symptomatiques. Les symptômes majeurs sont généralement les symptômes ischémiques cérébraux invalidants, tels que l'infarctus cérébral, les attaques syncopales répétées, les patients qui ont des bas débits cérébraux, les vertiges, les troubles visuels. Parfois, on traite des patients qui ont des claudications sévères des membres supérieurs ou des ischémies critiques du membre supérieur. Rarement, on traite des patients qui sont asymptomatiques, mais qui ont besoin d'une prise de tension artérielle. Pour cela, on doit avoir au moins une artère sous-clavière qui est patente, perméable. Il y a ce papier au niveau Circulation en 1990 qui a montré lorsqu'un patient au stade 3, c'est-à-dire au stade de complications ischémiques, le traitement chirurgical associé au traitement médical donne de meilleurs résultats que le traitement médical. L'exploration, c'est l'échographie qui montre sinon-halo, l'angioscanner, l'angio-ERM, mais contrairement aux pathologies athéromateuses, l'artériographie garde tout son intérêt. Parfois, elle peut montrer comme on voit ici, des lésions simples comme des sténoses d'artère sous-clavière. Parfois, on voit un aspect plus typique de la Takahashi, comme cette occlusion de la carotide primitive gauche, une sténose longue de la carotide primitive droite, avec une collatéralité très riche, qui est vraiment synonyme de maladie Takahashi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que si on parle, la chirurgie reste le gold standard, mais il y a plusieurs greffons. Quel greffon il faut utiliser? Combien de troncs à revasculariser? 3, 2 et 1 ou 1.
Comment minimiser le risque du syndrome d'hyperperfusion cérébrale en post-opératoire? Le traitement endovasculaire, il commence à se développer pour cette indication, mais par quel matériel? Est-ce qu'il faut ballonner ou utiliser des stents? Il y a aussi une stratégie de revascularisation en plusieurs étapes avec le traitement endovasculaire. Je commence par le traitement, avant de commencer avec le traitement chirurgical ou endovasculaire, il faut dire qu'il faut faire un très bon bilan en fait, anatomique, anatomo-radiologique. Quand on voit par exemple ces IRM, en fait, on voit que ces atteintes diffuses des carotides et de l'artère sous-clavière. Pour ces patients, par exemple, il n'y a aucune place ni pour le traitement endovasculaire, ni pour le traitement chirurgical. Après, pour le traitement chirurgical, il y a trois possibilités. Soit on fait le 3 trans. Ça, on l'a fait, mais c'est catastrophique. Ça donne des hémorragies cérébrales vraiment très importantes au post-opératoire. Ça, c'est un cas japonais. Ils ont fait, vous voyez, la brachiale gauche et les deux carotides. C'est faisable, mais avec un grand risque en post-opératoire. Ce qu'on fait le plus, c'est notre patient qu'on a publié à la RAPTA, c'est le pontage aortobicarotidien. Vraiment, c'est simple, c'est codifié, on porte l'aorte ascendante en latéral, on se place sur les deux carotides internes, ça donne d'excellents résultats. Voilà. Ce qu'on fait maintenant de plus en plus, parce qu'on a remarqué qu'on a plus de complications hémorragiques, c'est l'aorto-monotran. On part de l'aorte pour aller sur une carotide. Ça donne moins de risque d'hémorragie cérébrale. Voilà, on peut utiliser aussi des prothèses en lait. Et après, on peut partir, comme vous voyez ici, de l'aorte, c'est le plus fréquent. On peut partir d'un TABC en carotidien. On peut partir aussi d'une clavière qui est patente. Hein. D'accord. Quel greffon? Généralement, c'est les prothèses. Mais parfois, il y a des équipes japonaises qui utilisent des veines. Et ça, c'est un cas qui est publié dans les années 80. Il y a un aorto-carotidien veineux. Et on voit 6 ans plus tard cette sténose distale au niveau de la sténose carotidienne. Et le patient est repris par cette équipe japonaise. Et on voit ici tout vraiment sur ce pièce anatomopathologique l'importance de l'hypertrophie myo-intimale due à Takayasu. Quels sont les résultats en fait du traitement chirurgical? J'ai trouvé deux papiers. Le plus premier, c'est ce papier coréen. Et le plus intéressant, c'est 19 patients en fait qui étaient opérés pour Takayasu chirurgicalement, et on voit que 5 patients, ils ont fait une hémorragie intracrânienne post-opératoire. Et parmi ces 5, il y a eu 2 décès. Donc c'est une pathologie vraiment, c'est pourquoi il faut vraiment penser 1000 fois avant d'opérer ces patientes en fait. Nous, il y a une quinzaine d'années, 20 d'années dans le service, on le faisait beaucoup, mais maintenant on est de plus en plus réticent pour une telle chirurgie. Donc, il y a aussi ce papier chinois. Bon, il ne rapporte pas vraiment de complications post-opératoires. Il repart juste de sténose, mais vraiment, je ne pense pas que vraiment c'est le vrai résultat, car nous, on a opéré ces patientes aussi. On a des complications post-opératoires très importantes. La complication post-opératoire la plus importante, c'est ce syndrome d'hyperperfusion cérébrale. Et on voit ici, voilà, un exemple. Et en fait, surtout lorsqu'on opère des patients, lorsqu'on opère je vais revenir, ça me prend. Je veux revenir. Non? نرجع. من فوق. J'avance. ارجع زيد. Voilà. Merci, Yoni. Voilà. Donc voilà, c'est ça. L'autre complication à long terme, en fait, c'est la rosténose, c'est le tendon d'Achille, le traitement chirurgical ou le traitement endovasculaire. Si vous voyez la flèche ici, c'est un pontage aorto-carotidien, en fait, gauche, et on voit après 3 ans, 4 ans, l'évolution, c'est une sténose au niveau de la sténose aortique. Donc, pour le traitement endovasculaire, oubliez, il n'y a pas de série, en fait, il n'y a que de case report, et nous, en fait, ça a l'avantage du traitement endovasculaire. Ce qu'on peut faire, c'est faire une stratégie à plusieurs étapes. Dilater une artère, après on peut revenir dilater une autre artère. Comme ce patient, il a une atteinte diffuse. Il a eu une angioplastie en fait vertébrale ici. Puis, un an après, il a une angioplastie stenting de la carotide primitive gauche, interne gauche. Puis, 7 ans après, il a eu une angioplastie vertébrale et une angioplastie de la carotide primitive droite. Donc c'est ça vraiment, c'est la stratégie qui minimise le risque d'AVC post-opératoire. Ça, un autre cas, qui est aussi un patient qui a eu une angioplastie vertébrale, puis une carotide primitive droite en second temps. Donc
Est-ce qu'il y a des papiers qui comparent le traitement vasculaire au traitement chirurgical? Oui, il y en a en fait, mais ils comparent toute localisation confuse, diffuse, enfin, c'est-à-dire transsupra-aortique, aorte et rénale mésentérique. Donc, c'est ça le plus intéressant, c'est le papier français en fait de Laurent Chiche. Donc, 79 patients. Et on voit que en fait, le taux global de complications artérielles à 5 ans était de 44%. Donc, en fait, ça se résume à quoi? Un patient sur deux, après intervention, il va faire une complication artérielle. C'est ça. Donc, il vaut mieux penser à opérer, vraiment, avant d'opérer ces patients. Donc, il y a moins de sténose dans le traitement chirurgical. Et il y a aussi une autre conclusion de ce papier qui est très importante, que les facteurs prédictifs de resténose, en fait, à long terme, c'est lorsqu'on opère des patients en phase inflammatoire. C'est lorsqu'on a des patients qui ont un CRP élevé, des VS élevés et des fibrinogènes élevés. Donc, il y a d'autres papiers, donc je passe pour vous, qui montrent aussi qu'il y a moins de resténose de traitement chirurgical. Il y a ce papier qui est intéressant aussi, voilà, qui compare en fait le traitement chirurgical, le traitement vasculaire pour la localisation seulement du transsupra-aortique. Donc on a 29 patients, 19 patients ont été opérés par pontage et sur le 17 patients, en fait 9 patients ont développé un syndrome d'hyperperfusion cérébrale, donc plus que de la moitié des patients. Mais une fois passé cette phase aiguë, ce syndrome, ce risque d'AVC hémorragique, en fait, le traitement chirurgical donne de meilleurs résultats à long terme. Il y a moins de resténose par rapport au traitement endovasculaire. Donc, s'il y a un take-home message en fait pour cette pathologie, c'est que éviter à opérer au cours de la phase aiguë inflammatoire, il faut instaurer un traitement immunosuppresseur avant et après la chirurgie. Donc, éviter la chirurgie durant la phase active et éviter la chirurgie chez les patients qui ont une hypertension sévère. Je vais parler un peu de notre expérience à la CCV La Rapta. En fait, on a publié 2 papiers ou 3 papiers sur ça. Le premier, en fait, voilà, on a publié notre chirurgical sur 6 patients. En fait, on a eu malheureusement 2 décès, un à 6 jours, l'autre à 30 jours. Donc, c'est le syndrome d'hyperperfusion, en fait. Ça, c'est le premier cas d'angioplastie qu'on a fait. C'était une artère vertébrale faite par Karim Nizar. Donc, et on voit le contrôle scanographique, en fait. On voit le contrôle scanographique à 3 ans qui est vraiment avec un excellent résultat. Ça, pour faire plaisir à Ned, c'est un cas qu'on a fait ensemble. C'est une patiente qui a eu une sténose carotide primitive gauche. Et premier temps, en fait, on a dilaté par un ballon 5,60 sur un guide 0,18. Et vous voyez ici, il avait un recoil immédiat 30 minutes après. Donc, on a décidé d'arrêter la procédure. Et on a repris la patiente 48 heures après. On a mis un stent coronaire 4,5-34 et on a fait une inflation par un ballon 5. Et vous voyez le résultat, un excellent résultat post-opératoire avec un bon runoff au niveau de l'artère carotidienne. Donc, c'est une patiente que je suis depuis 3 ans avec un très bon résultat clinique. Donc, je vais conclure, je vais m'arrêter pour dire que la chirurgie, en fait, c'est un traitement bien codifié, on le connaît bien. Le problème de la chirurgie, c'est le syndrome d'hyperperfusion à la phase aiguë avec risque d'hémorragie intracérébrale. Mais une fois passé ce risque, il y a moins de sténose et moins de occlusion à long terme. L'endovasculaire, en fait, la rationalisation, en fait, pour cette pathologie représente, c'est plus difficile, ça prend un vrai challenge pour le chirurgien vasculaire. Il y a des difficultés de cathérisme, surtout lorsqu'on a une occlusion proximale, on n'a pas de moignon aortique. Mais une fois le guide il est passé, vraiment après, ça rejoint tout ce qui est athéromateux, c'est facile. Pour l'endovasculaire, il y a plus de sténose. Mais ça permet, ce qui est très important, d'avoir une stratégie à plusieurs étapes avec moins de risques de complications cérébrales. Donc, conclusion, il n'y a pas de guidelines pour la maladie de Takahashi. Il faut ça se retenir. Il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de recette bien faite. D'accord? Il faut être minimaliste. C'est-à-dire qu'il faut opérer que lorsqu'on a une symptomatologie cérébrale gênante. Donc, à l'ailleurs, il faut adresser les patients aux internistes, préférer le traitement médical. Il vaut mieux opérer à la phase séquelaire et éviter de traiter les patients à la lésion artérielle en période inflammatoire. Donc, il faut associer ça à l'importance du traitement médical. Il faut travailler en collaboration avec nos amis internistes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie ou du traitement vasculaire? Réellement, il n'y a pas de guidelines, je me répète, mais c'est cas par cas et il faut prendre, c'est l'expérience personnelle qui prime dans ce cas. Merci pour votre attention.